n'était pas là. Enfin, Colette entre à la Comédie Française. Vous savez peut-être que le grand rêve de Colette pendant l'entre-deux-guerres, c'était qu'un de ses textes entre au répertoire de la Comédie Française. Elle avait d'ailleurs fait assaut de démarches auprès des administrateurs de l'époque, Émile Fabre d'abord, et puis ensuite son ami Édouard Bourdet. Mais malgré ses lettres, malgré ses rencontres, malgré aussi sa renommée grandissante, eh bien, le comité de lecture s'était montré assez réticent, craignant pour les oreilles de leurs chastes habitués. Malgré la gloire, vous le comprenez, donc Colette continuait un petit peu à déranger son époque. Alors la question se pose, est-ce que Colette continue à nous provoquer? Est-ce que sa provocation s'est-elle au contraire un peu émoussée avec le temps? Colette est-elle plus en phase, comme on dit aujourd'hui, avec notre époque? Est-ce que, comme la presse l'a beaucoup dit cette année à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance, elle est notre contemporaine plus que jamais, alors que Colette devient patrimoniale ou matrimoniale, comme on voudra, alors que ses textes entrent au programme du baccalauréat et même au concours d'entrée à la prestigieuse École normale supérieure. Eh bien, cette question, on va tenter d'y répondre avec deux grandes lectrices, deux grandes amoureuses de Colette, Juliette et Véronique Vella. Alors, bien évidemment, vous vous en doutez, on n'aura pas le temps ce soir d'évoquer toute l'œuvre de Colette, la soixantaine d'œuvres publiées, les plus de 2000 articles publiés dans la presse et les centaines de lettres. Alors, comme le principe de cette soirée, c'est d'éclairer de façon un peu originale et singulière les œuvres qui sont au programme du baccalauréat, c'est-à-dire Les Vrilles de la Vigne et Sido, eh bien, on a choisi de prendre ces deux œuvres comme fil rouge ou fil bleu, devrais-je dire, pour Colette de notre conversation, même si, Colette oblige, nous avons décidé d'emprunter quelques sentiers buissonniers, en fait de faire l'école buissonnière, disons-le tout à fait. Alors avant de commencer notre déambulation, ou comme aurait dit Colette, notre vagabondage, je me tourne vers Juliette, vers Véronique Vella, avec une première question. Je l'ai rappelé, on commémore cette année le 150e anniversaire de la naissance de Colette. Dans quelques mois, même le 70e anniversaire de sa mort. Et Colette, qu'on disait un peu oubliée, peut-être négligée ou méprisée par les grandes institutions culturelles, même parfois par l'université, eh bien, on s'est aperçu cette année qu'il y a eu partout, à la fois en France et à l'étranger, beaucoup de manifestations, des expositions, des conférences, des rencontres, des lectures. Et on sent bien dans le public, et je crois que cette salle ce soir en est la preuve, le profond attachement du public, à la fois admiratif et affectif pour Colette. Comment est-ce que vous expliquez ce lien très particulier qui unit le public à Colette, et quelle place est-ce que Colette occupe dans votre vie et dans votre parcours d'artiste? Juliette, d'abord, peut-être? Alors, je pense que c'est sans doute d'abord une telle maîtrise de la langue française, de la belle langue française. Vous parliez de l'impact que ça peut avoir aussi à l'étranger. Je pense qu'elle est une des plumes majeures de la langue française. Elle a une précision dans l'écriture, c'est pas, je ne vais pas vous l'apprendre, qui fait qu'on peut s'y référer en permanence comme un grand écrivain, ne serait-ce qu'à cause de son outil d'écrivain, déjà rien que la façon qu'elle a de porter sa langue écrite, et qui passe très bien à l'oral du reste, fait cette richesse. En même temps, sans qu'elle soit savante, sans qu'elle soit démesurément précieuse. Le mot est toujours juste, mais en même temps simple à comprendre. Enfin, elle n'emploie pas des formules alambiquées, elle n'a pas un style très complexe, bien que parfaitement maîtrisé et très limpide. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, je pense qu'elle passe bien aussi à l'oralité. C'est une écriture qui peut se dire, ce qui n'est pas le cas de toutes les écritures. Voilà, je pense que ça fait partie des choses, du point de départ, peut-être. Véronique ? Bien sûr, peut-être aussi, c'est un propos liminaire, mais peut-être aussi que Colette résonnait tout autant au moment du 134e anniversaire de sa naissance ou du 143e. Mais on sait bien que depuis que comment on appelle ça, l'industrie culturelle a pris la place de l'art, ça aide bien les chiffres ronds, ça aide bien les 150e anniversaires pour redécouvrir, parce que ça permet, on le sait bien aussi,
de consommer. Et tant mieux, d'ailleurs, si ça permet de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre. Moi, ce qui peut-être, il y a des sujets comme ça, particulièrement depuis quelques temps, depuis quelques années, il y a des sujets qui prennent de la place, je trouve, pour nous, à notre époque, à nous, peut-être même qui saturent un peu parfois l'espace médiatique. Je pense aux sujets, aux questions sur le genre, sur le gender fluide, sur la sexualité fluide. Et pour le coup, je trouve que la vie de Colette et l'œuvre de Colette bruissent. J'emploie ce terme à dessein parce qu'elle c'est jamais appuyé, c'est jamais comme un manifeste. Elle manifeste pas Colette, elle est. Bruissent de ces sujets-là aussi. Et peut-être que c'est ça qui résonne en ce moment aux oreilles d'un certain nombre je ne sais pas, de gens qui sont juste peut-être comme ça, qui ont le nez à essayer de voir ce qui circule en ce moment dans nos sociétés. Peut-être que si on prend le mot, je le prends à dessein en anglais, je ne veux pas utiliser des anglicismes pour utiliser des anglicismes, mais si queer en anglais, pas dans le sens politique du terme, dans le sens littéral du terme. Queer, ça veut dire, c'est le contraire de straight. Straight, ça veut dire droit, et queer, ça veut dire de traviole. Alors, dans le sens littéral, moi, je pourrais dire que peut-être c'est aussi parce que Colette est une personnalité queer, pas dans le sens de bisexuel, non, mais queer, qui a la capacité du chemin de traverse, de l'école buissonnière, en fait. Voilà. Alors justement, on va éviter la ligne droite. On va faire un premier tournant ensemble, un premier tournant queer. On va commencer à évoquer Colette à travers les Vrilles de la Vigne. Donc ce texte qui est au programme, c'est un texte que Colette a publié en 1908, la première fois, et qui a été publié aux éditions de la Vie parisienne. Si je le rappelle, c'est important parce que c'est justement pas une des grandes maisons d'édition de l'époque. C'est une maison d'édition qui est liée à ce moment-là à un magazine, qui est un magazine, disons-le, assez léger. Il suffit de voir les couvertures de la Vie parisienne pour s'en faire une idée assez juste, puisque ces couvertures, ce sont des jeunes femmes légèrement vêtues ou qu'un coup de vent, un coup de vent soulève la jupe. Vous voyez à peu près le genre. Donc ça s'adresse à un public, disons, assez libéré, sinon libertin, mais qui associe quand même au magazine des grands noms de la littérature de l'époque. C'est un peu le lui 1900, si on veut dire les choses comme ça. Alors, c'est bien de le rappeler parce qu'en 1908, Colette, loin s'en faut, n'est pas du tout le grand écrivain qu'elle sera une quinzaine d'années plus tard. Alors, je me tourne vers Juliette. Qui est Colette en 1908 ? Elle a 35 ans. Elle dit à propos d'elle-même qu'elle est une femme de lettres qui a mal tourné. Ah, qu'est-ce que c'est une femme de lettres qui a mal tourné ? Elle a déjà publié quand même avec le pseudonyme de son mari Willy, de l'époque, avec Willy. Elle fait du music-hall en 1908. Hein. Oui, depuis 1906. Elle est une artiste de music-hall qui fait de la pantomime, à savoir un art qui a quelque peu disparu de nos scènes et qui est donc une représentation théâtrale sans parole. Et elle tourne, hein. Elle connaît la vie de tournée, la vie d'artiste. Et donc voilà, elle est une artiste de music-hall en quelque sorte, dont elle racontera par la suite beaucoup de comment dirais-je, de coulisses, de choses comme ça qui sont à l'envers du décor. Alors on va revenir justement sur cet envers du music-hall. C'est vrai qu'en 1908, quand elle publie Les Vrilles de la Vigne, Colette est une femme qui vit séparée de son premier mari. Elle n'est pas encore divorcée, elle sera définitivement divorcée en 1910. Son premier mari, Henri Gauthier-Villard, alias Willy, qui, vous le savez, avait signé les premières œuvres de Colette, les Claudines. Elle vit une vie de saltimbanque. Elle attire le scandale, on va y revenir. Et de ce point de vue, l'écriture des Vrilles de la Vigne est importante parce que c'est la première œuvre originale que Colette publie, c'est-à-dire une œuvre qui se distingue notoirement de l'univers des Claudines et de cette période que Colette appellera elle-même « Mes apprentissages ». C'est donc un recueil d'émancipation, un livre d'émancipation où Colette, pour la première fois, va faire entendre une voix tout à fait nouvelle,
tout à fait remarquable, et elle va elle-même thématiser cette émancipation à travers un texte, et je propose que Véronique Vella nous en lise un extrait. Ce texte ouvre le recueil, il lui donne même son titre, il s'agit des Vrilles de la vigne. Cassante, tenace, les vrilles d'une vigne amère m'avaient liée, tandis que dans mon printemps je dormais d'un somme heureux et sans défiance. Mais j'ai rompu, d'un sursaut effrayé, tous ces fils tors qui tenaient déjà à ma chair, et j'ai fui. Quand la torpeur d'une nouvelle nuit de miel a pesé sur mes paupières, j'ai craint les vrilles de la vigne, et j'ai jeté tout haut une plainte qui m'a révélé ma voix. Toute seule, éveillée dans la nuit, je regarde à présent monter devant moi l'astre voluptueux et morose. Pour me défendre de retomber dans l'heureux sommeil, dans le printemps menteur où fleurit la vigne crochue, j'écoute le son de ma voix. Parfois, je crie fiévreusement ce qu'on a coutume de taire, ce qui se chuchote très bas. Puis ma voix languit jusqu'au murmure parce que je n'ose poursuivre. Je voudrais dire tout ce que je sais, tout ce que je pense, tout ce que je devine, tout ce qui m'enchante et me blesse et m'étonne. Mais il y a toujours, vers l'aube de cette nuit sonore, une sage main fraîche qui se pose sur ma bouche, et mon cri qui s'exaltait redescend au verbiage modéré, à la volubilité de l'enfant qui parle haut pour se rassurer et s'étourdir. Je ne connais plus le somme heureux, mais je ne crains plus les vrilles de la vigne. Alors c'est un texte extrêmement riche, donc ce texte met en scène en réalité, on ne vous a lu ici qu'un seul extrait, un rossignol qui se réveille un jour prisonnier des vrilles d'une vigne et qui donc pour se libérer va lancer un cri, faire entendre sa voix. Alors évidemment l'allégorie elle est très simple. Colette va se libérer de l'emprise de son premier mari, de Willy, peut-être d'ailleurs de l'emprise d'une époque, on en reparlera tout à l'heure, en faisant entendre une voix nouvelle. Mais je voudrais attirer votre attention sur une chose qui, tout de suite, va nous permettre de complexifier un petit peu l'approche qu'on peut avoir de l'œuvre de Colette. Parce que, vous l'avez entendu, Colette parle effectivement dans ce texte d'une libération, mais elle parle aussi d'une main qui se pose sur sa bouche et, en quelque sorte, la fait taire, ramène son chant au niveau d'un verbillage. Et il est certain que si Les Vrilles de la Vigne en 1908 est effectivement le recueil de l'émancipation, c'est une émancipation qui est complexe et qui mérite d'être nuancée à la fois d'un point de vue biographique, mais aussi d'un point de vue thématique dans l'œuvre. Alors je voudrais commencer par le point de vue biographique. Je viens de dire qu'elle s'était émancipée de Willy. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord, elle n'est pas encore divorcée de Willy. Elle n'en divorcera qu'en 1910. Le recueil paraît en 1908 et les textes ont été écrits entre 1905 et 1908. Et on le sait, elle n'est pas du tout, en fait, séparée de Willy. Elle continue à le voir, elle continue à correspondre avec lui, elle part même en vacances avec lui, elle continue à écrire pour lui, et il y a des lettres qui sont assez saisissantes. Par exemple, je vous lis ici un extrait d'une lettre écrite à la fin de l'année 1907, donc vous voyez, on est à peu près à la même période. Voilà ce qu'elle écrit à Willy. « Il y a trop de femmes dans votre vie, Doucette », c'était le surnom qu'elle lui donnait, « et la seule qui vous convienne vous fait défaut maintenant. Comme me fait défaut le seul homme avec lequel je pourrais vivre, revenez, revenez auprès de moi. » La rupture définitive, en fait, entre Colette et Willy n'aura lieu qu'en 1909, donc 2 ans après cette lettre, lorsque Colette apprendra par hasard que Willy a vendu les droits des Claudines aux éditeurs pour payer toutes ses dettes, de jeu en particulier, et là, la vengeance de Colette sera absolument terrible. Alors, avant de parler de cette vengeance tout à fait terrible avec Véronique dans quelques instants, je voudrais qu'on parle du cas Willy, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de Willy et du couple qu'il a formé avec Colette, qui, il faut le rappeler, a profondément marqué le début du XXe siècle. Aujourd'hui, on a complètement oublié cela, mais en 1905, Sacha Guitry disait de Willy qu'il n'y avait à Paris personne d'aussi célèbre que lui, sinon Dreyfus et Dieu. C'est tout à fait quand même considérable. Or, aujourd'hui, Willy, on ne le connaît plus que pour avoir été
le premier mari de Willy, et quand je dis le premier mari, je devrais employer l'expression de Colette elle-même, le vieux salaud. Alors, Willy, vieux salaud ou pas tout à fait? Il est quand même... Je pense qu'il est, il est indispensable à Colette au départ de l'histoire. Il est son émancipateur numéro 1 au départ, même si il use du talent de sa femme. Il est aussi celui qui la pousse à écrire aussi, parce qu'au départ, elle n'était pas très convaincue, me semble-t-il. Et c'est lui qui lui met qui lui met le marché en main, quoi. Vas-y, raconte les histoires, même si par ailleurs il repasse derrière dans les Claudines en rajoutant quelques détails un petit peu croustillants. C'est quand même lui à la base de la... Est-ce qu'elle aurait écrit? Sans doute, elle aurait écrit sans Willy, mais peut-être plus tard et peut-être différemment. Ça, et elle commence en plus sur les chapeaux de roue, parce que Willy donc est un homme célèbre, et que quand elle écrit ses premiers bouquins, ils sont publiés tout de suite. Il y a une célébrité littéraire, teintée de scandale certes, mais elle est lancée tout de suite. Elle aurait pu écrire dans sa chambre de jeune fille des romans qui n'auraient paru que beaucoup plus tardivement, en fait. Donc je pense qu'il est un déclencheur, en fait, au départ même de son histoire à elle, assez inévitable sans doute aussi à cause de l'époque. Une femme seule qui serait arrivée de sa province à Paris avec une vocation littéraire, c'est pas sûr que ça aurait marché aussi facilement. Je pense Colette, elle a un côté aussi quand même, elle a ce talent le mot n'est pas joli, mais de profiter des gens qui l'entourent. En tout cas, d'en tirer le meilleur. D'en tirer le meilleur, voilà, on va dire ça. Mais de savoir attraper sa chance là où elle est. Et Willy lui sert beaucoup quand même, je pense. D'abord, il est au départ et effectivement, elle va se servir de lui. Je pense que pour ça qu'elle ne le quitte pas tout de suite non plus, d'une certaine manière. Enfin, là, je fais un procès d'intention peut-être, mais il me semble, quoi. Alors, 1909, Colette découvre qu'il a vendu les droits des Claudines. Colette, qui ne s'était jamais vraiment... envisagé comme un écrivain, comme un auteur, se trouve dépossédé de sa propre création et mis dans une difficulté financière qui est réelle. Alors là, ça va être la vengeance totale, absolue. Il y aurait d'ailleurs un livre à écrire sur cette vengeance littéraire, puisque Willy et Colette, pendant quasiment une vingtaine d'années, vont échanger des mots pas très aimables, vous l'imaginez bien, par revue de presse, par organes de presse différents, parfois même par romans différents, mais celle qui va emporter le match, eh bien, c'est Colette, évidemment, parce qu'on ne peut pas résister face au génie de Colette, ce génie littéraire dont on a parlé tout à l'heure. Et elle va achever Willy une dernière fois en 1936 dans Mes apprentissages, sous-titré « Ce que Claudine n'a pas dit ». Et voici, par Véronique Bella, le portrait de Willy par Colette en 1936. Ah oui, ça vaut son pesant. Oui. Monsieur Willy n'était pas énorme, mais bombé. On a dit de lui qu'il ressemblait à Édouard VII. Pour rendre hommage à une vérité moins flatteuse, sinon moins auguste, je dirais qu'il ressemblait surtout à la reine Victoria. Rondeur, suavité, calvitie qui concentrait la lumière et les regards, voix et contours adoucis. J'avais déjà de quoi rêver, sombrement. C'est un moment bien curieux dans une vie que le moment où naît, s'installe et se développe la peur. La peur n'habite pas aisément les êtres jeunes quand ils sont sains d'esprit. Même un enfant martyr, on dit maintenant enfant martyr comme on dit agent voyer ou belle maman, et je ne trace pas volontiers ce trait d'union qui ressemble au galon d'un grade affreux. Un enfant martyrisé n'a pas peur tout le temps de ses tourmenteurs, qui ont leurs heures de clémence et de gaieté. Peut-être la souris a-t-elle le loisir de trouver qu'entre deux blessures, la patte du chat est douce. Parmi les courages hors de raison, la bravoure des jeunes filles est un signe. Mais sans elle, on verrait moins de mariages. On verrait encore moins de ces fugues qui oublient tout, même le mariage. Résignons-nous à dire que si mainte jeune fille met sa main dans la pâte velue, tend sa bouche vers la convulsion gloutonne d'une bouche exaspérée,
et regarde sereine sur le mur l'ombre énorme, masculine d'un inconnu, sait que la curiosité sensuelle lui chuchote des conseils puissants. En peu d'heures, un homme sans scrupules fait d'une fille ignorante un prodige de libertinage qui ne compte avec aucun dégoût. Le dégoût n'a jamais été un obstacle. Il vient plus tard, comme l'honnêteté. J'écrivis autrefois « La dignité est un défaut d'homme ». J'aurais mieux fait d'écrire que « Le dégoût n'est pas une délicatesse féminine ». Alors là aussi, c'est évidemment très intéressant parce que vous l'entendez, à la fois ce portrait de Willy, c'est l'art de Colette, l'art du portrait. En quelques mots, vous le voyez apparaître, sa forme bombée, sa calvitie, et puis il est enterré définitivement sous vos rires, évidemment. Mais en même temps, il y a dans le texte quelque chose d'assez subtil parce qu'elle n'innocente pas du tout la jeune femme qu'elle a été, parlant de cette fameuse curiosité sensuelle de la jeune femme qui remet en quelque sorte sa liberté dans la pâte velue de cet homme. Cette ambiguïté de Colette par rapport justement à ce rapport hiérarchique à l'époque évidemment, par rapport à cette liberté, on va le retrouver dans toute l'œuvre. Je vais demander à Juliette de rejoindre le piano pour nous lire le second extrait. Et vous allez entendre, c'est un autre extrait des Vrilles de la Vigne, très célèbre, célébrissime même, où Colette, à travers le personnage de Tobichien et Kiki la Doucette, ces deux personnages qu'elle avait inventés en 1904 pour échapper déjà aux Claudines, eh bien, dans un dialogue qu'elle invente avec Tobichien, le texte s'appelle « Tobichien parle », elle fait une pétition de principe, une sorte de déclaration de liberté, presque une déclaration libertaire, mais vous allez l'entendre là encore dans ce texte, comme dans les Vrilles de la Vigne, eh bien, le texte est plus nuancé qu'on a pu le dire ou qu'on peut même encore le dire aujourd'hui. Je vais laisser Juliette nous lire ce célèbre extrait. Je veux faire ce que je veux. Je veux jouer la pantomime, même la comédie. Je veux danser nue si le maillot me gêne et humilie ma plastique. Je veux me retirer dans une île, s'il me plaît, ou fréquenter des dames qui vivent de leur charme, pourvu qu'elles soient gaies, fantasques, voire mélancoliques et sages, comme sont souvent les femmes de joie. Je veux écrire des livres tristes et chastes, où il n'y aura que des paysages, des fleurs, du chagrin, de la fierté et la candeur des animaux charmants qui s'effraient de l'homme. Je veux sourire à tous les visages aimables et m'écarter des gens laids. Je veux chérir qui m'aime et lui donner tout ce qui est à moi dans le monde. Mon corps, rebelle au partage, mon cœur si doux et ma liberté. Voilà, je veux donner mon corps rebelle au partage et ma liberté. C'est intéressant de voir que chez Colette, la liberté n'est jamais une chose donnée pour toujours, qu'on est toujours dans un mouvement de conquête de liberté, c'est-à-dire qu'elle est toujours en train de proclamer, de conquérir sa liberté et toujours prête à la donner. Vous allez retrouver ça à cette époque-là d'ailleurs dans deux textes très célèbres, ses premiers grands romans que sont La Vagabonde en 1910 et L'Entrave en 1913, puisque dans La Vagabonde en 1910, elle se met en scène elle-même à travers le personnage de René Néré, son double, cette femme de lettres qui a mal tourné, dont on évoquait tout à l'heure. Et dans ce roman, René Néré, c'est une femme seule, elle a divorcé, elle s'est lancée dans une carrière de comédienne, d'artiste de music-hall, puis un jour un homme arrive, Maxime Dufresne-Chautel, et Maxime, eh bien, il propose à René Néré le mariage. Et en fait, il lui propose quoi ? Son argent, son amour, mais surtout de rentrer dans l'ordre social. Et René Néré, elle va refuser le mariage au nom de sa liberté. C'est même assez drôle dans le texte, puisqu'elle décrit le mariage comme un asservissement conjugal qui fait des femmes des nurses pour adultes. Voilà, à peu près chacun de méditer là-dessus. Mais 3 ans plus tard, elle publie L'Entrave, et dans L'Entrave, elle remet en scène le personnage de René Néré, qui vit seul, mais qui souffre de sa solitude, et qui va donner sa liberté à Jean, qui, dans le texte, est le parfait modèle du macho, en quelque sorte. Et donc, les héroïnes de Colette sont toujours prises dans ce double mouvement, à la fois de désir d'émancipation, mais toujours prêtes à remettre cette liberté entre les bras
de la personne aimée. Alors, je voudrais qu'on parle justement un moment ensemble de ce point. On a beaucoup parlé, à l'occasion de ce 150e anniversaire, mais aussi avant, Véronique, je suis d'accord, du féminisme de Colette. Alors, tantôt pour dire que Colette est une pionnière du féminisme, tantôt au contraire pour rappeler que Colette a promis aux suffragettes le fouet ou le harem et que donc elle est au contraire la parfaite représentante d'une forme d'antiféminisme, de réaction. Alors, je sais, on en a un peu parlé quand on était en train de préparer cette soirée et j'aimerais savoir quel est votre regard à vous deux aussi, à la fois, je dirais, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que femme indépendante, femme libre, artiste, engagée dans bien des domaines. Colette, féministe, pas féministe, est-ce que c'est une mauvaise question? Vous voulez répondre? Je pense que les termes changent de définition avec les époques. On se parlait de ça tous les trois quand on a préparé ce moment. Je pense que si la définition du féminisme sur laquelle on mettrait ici et maintenant tout le monde d'accord, qui serait la définition de 2023, je pense que Colette viendrait me tirer l'oreille en me disant que pas du tout. Alors si c'est ça, être féministe, alors elle ne l'est pas du tout. Parce que j'ai le sentiment que, comme quand elle dit « moi c'est mon corps qui pense », je pense qu'en fait, et peut-être aussi que c'est l'époque qui permettait ça, ce 19e, et qui maintenant le permet moins, je pense qu'elle a absolument le sens de l'ambivalence, le sens de la nuance, et ce que vous disiez tout à l'heure sur à la fois s'affranchir de Willy, à la fois faire en sorte de récupérer son œuvre et de pouvoir la signer de son nom, et en même temps avoir envie qu'il revienne. Et je crois qu'en fait, elle est irréductible aux simplifications. Oui, elle est irréductible aux simplifications. On peut à la fois aimer, pas aimer, les 1000 nuances de l'amour. C'est une chose dont elle parle souvent bien dans son œuvre, même pas forcément par rapport à ses amours, mais aussi par rapport à sa famille. Elle n'est pas du tout dans la simplification. Et puis surtout, mais je vais laisser Juliette en parler parce qu'elle le résume, je trouve, très bien. Elle ne manifeste pas. Alors je lis, vous venez de dire qu'elle vouait aux gémonies les suffragettes et qu'elle leur promettait le fouet et le harem. Et je pense que ça fait partie des choses qui la caractérisent. Elle traverse la vie, elle traverse son œuvre, ses amours différentes, ses métiers différents, avec son corps qui pense, comme elle dit. Et si elle fait avancer la cause des femmes, alors c'est en étant, ça n'est pas en manifestant. Donc, s'il y avait une définition du féminisme au XIXe siècle, alors elle en serait une définition. Mais du féminisme d'aujourd'hui, celui que parfois j'appelle le féminisme 3.0, je crois pas, non. Juliette? Alors, vraiment, j'ai toujours pensé qu'elle n'était pas une féministe parce qu'elle pense à elle, en fait. Et tout simplement, elle est... j'ai dû résumer ça en disant elle est au monde et le monde va faire avec, quoi. Je suis comme je suis, ce qu'elle dit d'ailleurs dans le texte. Je vais vivre comme j'en ai envie. Ça peut-être un peu l'éducation de sa maman, parce que sa mère a fait un peu pareil aussi, donc Sido. Je vais faire ce que je veux parce qu'il n'y a aucune raison qu'on m'en empêche parce que je suis une femme. J'ai le talent pour le faire, j'ai la possibilité de le faire, donc je vais le faire. Et puis s'il y en a qui ne sont pas contents, ils ont qu'à aller se faire cuire une soupe de fèves, comme on dit chez moi. Et c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas question de militantisme chez Colette, exactement. Jamais. C'est-à-dire elle vit sa vie, sa meilleure vie, et puis elle ne va pas essayer d'en faire un drapeau.
pour d'autres. Ce qui ne l'empêchera pas, par ailleurs, d'avoir une conscience des femmes, de la vie des femmes et de ce qu'elle peut, en tant qu'écrivain aussi, porter et décrire. Et voire même, je trouve cette époque admirable quand elle se met à faire des produits de beauté. Je trouve que ça lui va parfaitement bien. Elle a raison. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle a aussi ce truc de l'apparence des femmes. Après tout, qu'est-ce que c'est une femme? Si on se contente d'une définition simple, on va oublier aussi la séduction particulière des femmes. Et Colette ne l'oublie pas en disant, voilà, moi je vais faire des produits de beauté pour que les femmes soient belles, mais pas être belles pour séduire forcément la gente masculine, mais pour être bien dans leur peau, et que en plus les produits soient sains et que ça ne leur abîme pas la peau. Je trouve que cette période est absolument géniale. Ça marche pas très bien. Elle plante un peu l'affaire. Elle n'est pas une grande commerçante, mais je trouve que ça lui va bien. Cette façon justement de s'occuper des femmes en s'occupant de quelque chose finalement d'assez superficiel, leur apparence, la beauté. Elle parle dans le texte précédent de la liberté du corps, ce qui est quand même un truc qui n'existe pas finalement, qui va naître en même temps qu'elle avec l'abandon du corset dans les années 20, qui est une libération, une sacrée libération en fait des femmes aussi. Voilà, donc elle est là-dedans, mais sans militantisme, juste en traversant son époque, en disant c'est comme ça. Puis alors vraiment, s'il y en a qui ne sont pas contents, ben, allez voir ailleurs, quoi. Et pareil pour sa vie, d'ailleurs, sa vie sentimentale. Quand elle vit 10 ans avec Missy, au grand jour, enfin, c'est pas un truc, c'est pas une liaison secrète, tout le monde est au courant. C'est complètement assumé, c'est comme ça. Après, elle repart avec un type, elle a un enfant. Enfin, c'est libre, quoi. C'est une immense liberté. Et je crois qu'il n'y a pas finalement, plus exemplaire. Alors, au vrai sens du terme, c'est-à-dire d'exemple à suivre en se disant, voilà, être un modèle pour les autres que d'être libre. Elle n'a pas besoin de militer. Ça, c'est un militantisme en soi. Exactement. Et peut-être aussi, en n'étant jamais militante, en étant qui elle est, je ne sais plus quelle était cette philosophe peut-être américaine qui avait dit arrêter de changer les femmes pour qu'elles s'adaptent au monde et essayer plutôt de changer le monde pour qu'il s'adapte aux femmes, en faisant jamais de militantisme. Et je trouve, en étant jamais... Moi, quand ma mère m'a fait découvrir les Claudines, qui à l'époque, dans la collection J'ai lu, étaient encore signées Willy et Colette, je crois, ou Colette et Willy. C'était un mystère, ça, pour moi. Je disais, ils sont deux à l'avoir écrit. Sans jamais être victime. Je trouve qu'elle est pas victime de sa relation avec Willy. Elle n'est pas victime de cette spoliation de son nom. Elle fait procès autrement, elle se débat autrement. Je trouve aussi que sur la fin de sa vie, moi j'ai regardé beaucoup de photos, je suis très fascinée par les photos de la vieille Colette, celle qui est immobilisée, complètement handicapée d'arthrose et d'arthrite. Et il y a d'ailleurs ce texte dans je ne sais plus quoi, absolument génial, où elle reçoit un journaliste, un jeune blondin, et elle ne peut plus bouger. Et c'est un texte absolument sublime. Et elle s'offre au regard des photographes qui viennent. Elle cache pas qui elle est à 75 ou 76 ans. Elle cache pas le handicap et jamais elle en fait un étendard ou jamais de drapeau, quoi. Voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. Je vous avais promis l'école buissonnière, donc vous avez vu, hein, donc on nous y sommes. Non, mais c'est très bien. On vient en 1908, peut-être juste pour terminer sur cette question du féminisme et pour nous rapprocher de 1908. Elle dit quelque chose qui est assez fondamental chez elle dans La Vagabonde, à propos d'une femme qui résiste aux larmes. On dit qu'elle est solide, cette femme. Elle est en acier. Colette répond, elle est en femme et cela suffit. Alors revenons à cette période d'émancipation, émancipation donc complexe, vous l'avez compris. Le lieu de cette émancipation, c'est quand même le théâtre, c'est quand même le music-hall. En 1906, Colette va prendre une décision qui étonne beaucoup à l'époque. Elle va abandonner la littérature, mais je rappelle qu'elle n'est pas officiellement, véritablement l'auteur des Claudines. Elle est l'auteur de Dialogues de bêtes, de 7 dialogues de bêtes, pas grand-chose encore
à l'époque, et elle retrouve un rêve de jeunesse qui est de se lancer sur scène. On le sait, elle avait été fascinée dans son enfance par des jeunes artistes de cirque. Elle parle de la petite cavalière Rosa dans un très très beau texte. Et elle rêve depuis longtemps de se lancer dans cette carrière. On sait que Willy, on reparlera de Sido aussi, l'ont empêché, en tout cas pendant un temps, n'ont pas voulu qu'elle se lance sur scène, mais elle va le faire. Alors, je me tourne vers Juliette. Dans quelles circonstances est-ce que Colette se lance sur scène? Et à vous deux, pourquoi est-ce qu'elle fait le choix de cette forme, on l'a dit tout à l'heure rapidement, qui est aujourd'hui disparue, la pantomime et plus précisément le mimeaudrame? Alors là, je serais bien en peine de dire à quel moment ça lui est passé dans la tête, mais je pense que le mimeaudrame et la pantomime, c'est parce que, d'abord, c'est le corps qui exprime. Je pense qu'elle a un rapport au corps assez particulier, Colette, très libre justement pour une époque encore un peu serrée dans le corset, et que... il y a un avantage au mimeaudrame, c'est qu'on n'est pas obligé d'apprendre le texte. Et non pas que je la soupçonne de ne pas avoir de mémoire, mais simplement que le vecteur d'émotion, il va passer par un talent particulier qui est de repasser par la parole dite. Et c'est un truc... il faut se le sentir, quoi. Enfin, tout le monde ne peut pas jouer la comédie avec sa voix, avec son... Je suppose qu'il y a une espèce de forme peut-être de timidité encore, où le silence et l'expression corporelle ne nécessitent pas ce talent tellement particulier de jouer la comédie, c'est-à-dire d'incarner des personnages et d'y mettre sa voix dedans. C'est très... En plus, si on en croit les enregistrements tardifs de Colette, elle avait un vieil accent bourguignon qui peut-être aurait pu passer assez mal dans quelques pièces de Racine. Oui, prince, je brûle pour t'aiser. Je suis pas sûre que ça... Alors ça, et on le sait, puisque Pierre-Louis, qui l'avait entendu déclamer un texte, disait que c'était un mélange entre Mark Twain et Léon Tolstoï. D'accord, donc voilà. Véronique? Peut-être ça, évidemment. Peut-être aussi qu'elle elle a eu conscience très vite qu'en tout cas pour elle, la parole, la chose parlée, c'était la chose écrite, et que le plateau, l'espace du plateau, c'était pas l'espace du verbe, c'était l'espace du corps, c'était l'espace de son corps. Je crois qu'il faudrait demander au directeur de la publication de la Pléiade, mais je crois que c'est quand même la seule autrice éditée à la Pléiade qu'on aura vu, dont on aura vu des photos dénudées sur scène. Je pense que c'est vraiment, en termes d'oxymore, comme ça, là tout de suite, en réfléchissant un peu, j'en vois pas d'autres. Et puis, je ne sais pas, quand on est jeune et belle et femme au XIXe siècle, montrer son corps sur un plateau, ça doit être un grand kiff quand même. Enfin, oui, j'essaye une seconde de me mettre à sa place. Bon, moi, c'est vraiment pas mon corps qui pense, mais ça aurait été mon corps qui pensait, oui, j'y aurais pensé tout de suite. En tout cas, ces années au music hall vont être parmi les plus heureuses de la vie de Colette. Elle le dira elle-même à un moment de quitter. Je quitte le plus grand bonheur de ma vie. Elle va évoquer cette expérience du music hall avec une infinie tendresse. Les textes qu'elle consacre aux artistes, aux petits artistes de music hall, sont parmi les plus tendres de toute l'œuvre. Il n'y a, à dire vrai, que les textes qu'elle consacre aux bêtes qui se comparent à ces textes-là. Ils sont préservés en quelque sorte de toute forme de pessimisme, car l'œuvre de Colette, notamment en matière d'amour, est foncièrement pessimiste, pour faire entendre ce lien très singulier de Colette avec ce monde de music hall, ce monde où elle va s'émanciper au contact des artistes, dans cet envers de ce que les autres voient à l'endroit, c'est-à-dire le monde des coulisses, le monde des tournées, des trains, des hôtels, pas toujours très luxueux. Je vais demander à Véronique de vous faire entendre un texte qui est une manière de chef-d'œuvre, dans un recueil qui est un des chefs-d'œuvre de Colette, malheureusement pas disponible de façon isolée en livre de poche dans une collection. C'est l'envers du music hall que Colette va publier en 1913. Et dans l'envers du music hall, il y a un texte que je sais on aime tous les trois, c'est Gitanette.
Le texte est très long, donc on en a choisi des extraits. Gitanette, c'est donc une camarade avec laquelle elle était partie en tournée et qu'elle retrouve un peu par hasard. « Vous ne me reconnaissez pas ?» dit une voix près de moi. Une jeune femme en noir, très simple, presque pauvre, m'interroge du regard. Elle a des cheveux sombres, qu'on distingue à peine sous son paillasson orné de plumes couteaux, un col blanc, une petite cravate, des gants gris-perle sans fraîcheur. De la poudre, du rouge aux lèvres, du noir aux cils, le maquillage indispensable, mais posé d'une main distraite, par nécessité, par habitude. Je cherche, et soudain les beaux yeux, les larges prunelles d'un brun noir miroitant comme le café de Sémiramis me renseignent. Mais c'est Gitanette. Son nom absurde de music hall m'est revenu, avec la mémoire de notre rencontre. Il y a 3 ou 4 ans, quand je jouais la pantomime à l'Empiré, Gitanette occupait une loge à côté de la mienne. Gitanette et son amie, couple de danseuses cosmopolites, s'habillaient là, porte ouverte sur le couloir pour avoir de l'air. Gitanette dansait les travestis et son amie, Rita, Lina, Nina, paraissait tour à tour en gommeuse, en italienne, puis bottée de cuir à la cosaque, puis drapée dans un châle de manille, un œillet sous l'oreille. Un gentil petit couple. Je devrais écrire petit ménage, car il y a des attitudes, des regards qui édifient. Et aussi l'autorité que montrait Gitanette, le tendre soin quasi maternel dont elle enroulait au cou de son amie un gros châle de laine. L'amie, Nina, Rita ou Lina, je l'ai un peu oubliée, une blonde teinte, des yeux clairs, des dents blanches, quelque chose comme une jeune blanchisseuse appétissante et canaille. Elles ne dansaient ni mal ni bien, et leur histoire était celle d'un tas de numéros de danse. On est jeune, souple, on est dégoûté du bar à femmes et du promenoir. Alors on ramasse tous ces pauvres sous pour payer, tant par semaine, le maître de ballet qui vous règle un numéro et le costumier. Et si on a beaucoup de chance, on commence à faire les établissements de Paris, de la province et de l'étranger. Asseyez-vous 1 minute, Gitanette. Nous allons prendre le café ensemble. Et votre amie, où est-elle ? Elle s'assied, secoue la tête. Nous ne sommes plus ensemble avec mon amie. Vous n'avez pas su mon histoire ? Mais non, je n'ai rien su. Est-ce que c'est indiscret de vous demander ? Oh, ma foi, non. Vous êtes une artiste comme moi, comme j'étais, c'est-à-dire parce qu'à présent, je ne suis plus même une femme. C'est si grave que ça. C'est grave, si on veut. Ça dépend des caractères. Moi, j'ai une nature comme ça, une nature à m'attacher. Je m'étais attachée à Rita. Elle était tout pour moi. Je ne pensais pas que ça pourrait jamais changer. L'année où c'est arrivé, justement, nous avions eu une vraie veine. Nous finissions à peine de danser à l'Apollo, que voilà Salomon, l'agent, qui nous envoie un mot, comme quoi nous faisions une danse dans la revue de l'Empiré. Une revue superbe, 1200 costumes, des girls anglaises et tout. Moi, je n'étais pas folle de danser là-dedans. J'ai toujours peur que dans des revues où il y a tant de femmes, ça vienne en dispute, en rivalité, en potin. Au bout de 15 jours de revue, je languissais après notre petit numéro tranquille d'avant. D'autant plus que la petite, Rita, n'était plus la même avec moi. Elle voisinait ici et là, et c'était des amitiés avec l'une et l'autre, et le champagne qu'elle allait prendre dans la loge de Lucie Desrosiers, cette grande jument rousse qui empoisonnait la boisson et qui avait toujours des corsets avec des baleines cassées. Du champagne à 23 sous la bouteille. Dites-moi si on peut avoir quelque chose de bon pour ce prix-là. La petite devenait chichi et insupportable. Un soir, est-ce qu'elle ne remonte pas dans sa loge en se vantant que la commère lui fait de l'œil ? Je vous demande un peu comme c'était intelligent et gentil pour moi, n'est-ce pas ? Je devenais triste, je voyais du mal partout. J'aurais donné je ne sais quoi pour un bon engagement à Hambourg ou au Wintergarten de Berlin pour nous sortir de cette revue qui n'en finissait pas. Voilà un jour que ma petite Rose d'enfant me dit « Écoute, Gitanette, il me faut un jupon. » On portait encore des jupons dans ce temps-là. Et un chic jupon, le mien me fait honte. Comme de juste, c'est moi qui tenais les clés de la caisse, sans quoi, qu'est-ce qu'on aurait bouffé ? Je lui dis seulement « Tu veux un jupon de combien ?»
De combien? De combien? Qu'elle me répond en colère, on dirait que je n'ai pas le droit de m'acheter un jupon. Parti comme ça, je n'y coupais pas de la scène. Pour l'arrêter, je lui dis seulement, voilà la clé, prends ce qu'il te faut, mais n'oublie pas que nous payons demain notre mois de chambre. Elle prend un billet de 50 francs, s'habille dardard pour arriver soi-disant aux Galeries Lafayette avant l'heure de la presse. Moi, je reste à remettre en état 2 costumes qui rentraient du teinturier et je couds en l'attendant. Un moment, je vois qu'il faut que je remplace tout un volant de dessous en mousseline de soie à la robe de Rita. Et je dégringole au plus près à la place Blanche. Il faisait déjà nuit. Rien que de vous raconter ça, je revois tout comme dans la minute même. Juste l'instant que je sors du magasin, je manque de me faire écraser par un taxi qui se range au trottoir et qui s'arrête. Et qu'est-ce que je vois? La grande Desrosiers qui descendait de l'auto, toute mal coiffée, mal rhabillée, et qui faisait adieu de la main à Rita, à ma Rita, restée dans l'auto. De saisissement, j'en suis restée là, les jambes coupées. De sorte que quand j'ai voulu faire signe, appeler Rita, le taxi était déjà loin. Il ramenait Rita vers chez nous, rue Constance. Je rentre comme une hébétée. Naturellement, elle était déjà là, Rita. La figure qu'elle avait, non? Il fallait la connaître comme je la connaissais pour savoir que... Enfin, passons. Je reste bête et je lui demande « Et ton jupon ?» Je ne l'ai pas acheté. Et les 50 francs, je les ai perdus. Elle me dit ça en face, avec des yeux, vous n'imaginez pas, vous n'imaginez pas. Les yeux baissés, Gitanette tourne fébrilement sa cuillère dans sa tasse. Vous n'imaginez pas le coup que ça m'a donné. Ce mot-là, c'est comme si j'avais tout vu de mes yeux. Leur rendez-vous, leur balade en auto, la chambre meublée de l'autre, le champagne sur la table de nuit, tout, tout. Elle répète très bas, tout, tout, jusqu'à ce que je l'interrompe. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. J'ai pleuré tout mon sou pendant le dîner dans mon gigot aux haricots. Et puis 8 jours après, elle m'a quittée. Et heureusement que je suis tombée malade à la mort. Sans ça, malgré que je l'aimais bien, j'aurais été la tuer. Elle parle tranquillement de tuer ou de mourir, en tournant toujours sa cuillère dans le café froid. Cette fille simple, qui vit tout près de la nature, sait qu'il suffit pour dénouer toutes nos misères d'un geste si facile, à peine violent. On est mort comme on est vivant, sauf que la mort est un état qu'on choisit, tandis qu'on ne choisit pas sa vie. Vous avez eu envie de mourir, Gitanette? Naturellement oui, dit-elle. Seulement j'étais si malade, vous comprenez, je n'ai pas pu. Et puis après ma grand-mère m'a réclamé, elle m'a soigné ma convalescence. Elle est vieille, n'est-ce pas? Je n'ose pas la laisser. Et puis vous êtes moins triste à présent? Non, dit Gitanette plus bas. Et même, je ne voudrais pas être moins malheureuse. J'aurais honte de me consoler après que j'ai tant aimé mon amie. Vous me direz comme on m'a tant dit, prenez de la distraction, le temps arrange tout. Je ne vous contredis pas que le temps arrange tout, mais ça dépend des personnes. Moi, n'est-ce pas, je n'ai rien connu que Rita. Ça s'est trouvé comme ça. Je n'ai pas eu d'amis, je ne sais pas ce que c'est qu'un enfant, j'ai perdu mes parents toute petite. Mais quand je voyais des amants heureux ensemble, ou bien des gens en famille avec des petits-enfants sur les genoux, je me disais, j'ai tout ce qu'ils ont, puisque j'ai Rita. Allez, ma vie est finie comme ça, il n'y a rien à y changer. Chaque fois que je rentre chez ma grand-mère dans ma chambre et que je revois les portraits de Rita, nos photos avec tous nos numéros, la petite table à coiffer qui servait pour nous deux, chaque fois ça recommence, je pleure, je crie, je l'appelle. Ça me fait du mal et en même temps je ne peux pas m'en passer. C'est drôle à dire, mais il me semble que je ne saurais plus quoi faire si je ne souffrais pas. Ça me tient compagnie. Je pense que vous avez très bien entendu dans ce texte cette infinie tendresse avec laquelle Colette aborde cette scène tragique, cette femme malheureuse, et comment elle réussit à faire vivre ce couple et ce personnage de Gitanette. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ces textes de l'envers du musical ont toujours été traités avec beaucoup de respect par les artistes eux-mêmes, et les artistes et les comédiens et les comédiennes. Vous savez peut-être que Mathieu Amalric s'est inspiré de l'envers du musical pour son film Tournée. Il ne l'a pas toujours dit, mais le film est truffé de citations cachées de l'envers du musical. Vous avez peut-être entendu au studio de la Comédie Française cette remarquable interprétation de l'envers du musical par la grande Danielle Lebrun. Et
je voudrais m'adresser à vous deux, car je sais que vous aimez beaucoup ces textes. Vous êtes toutes les deux, on peut le dire, des enfants de la balle. Vous avez quasiment grandi, l'une dans les théâtres, l'autre dans les salles de concert. Qu'est-ce qui vous touche dans ces textes? Est-ce que c'est parce que vous y retrouvez une réalité que vous avez connue? Qu'est-ce qui vous touche en tant qu'artiste, en tant que lectrice? Je crois l'envers du décor, justement, l'envers du musical, dont on ne parle jamais. C'est-à-dire que, bien que enfants de la balle, on va dire, en résumé, nous sommes aussi publics. Donc quand on est dans une salle et qu'on voit un spectacle, nous avons un avantage. On sait ce qui se passe derrière, on devine. Et c'est ce moment-là qui est particulièrement touchant et qui nous embarque. Enfin, moi, je sais que je suis très bon public aussi pour cette raison-là, que je sais comment c'est fait, je sais d'où ça vient. J'ai cette chance d'avoir un peu vivre cette vie-là, d'accord, et puis imaginer ce que c'est derrière l'envers du décor. Ouais, je ne peux pas dire autrement. C'est exactement ça. Ce que j'aime dans l'envers du décor, c'est l'envers. Ouais. C'est cette chose secrète, ces petites choses, cette série de petites choses qui n'a pas d'intérêt. Et c'est difficile de garder ça secret, parce que moi je trouve que ça doit rester secret, ou alors si ça doit être montré, ça doit être agrandi, embelli par le biais de la littérature ou de la peinture. On a un peintre en ce moment, alors je ne connais pas son nom de famille, j'en suis désolée d'ailleurs, mais vous le trouverez sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse, c'est Cros-de-Bro, son nom. Et il vient comme ça avec son petit chevalet à la Comédie Française et il peint l'arrière du décor, il peint les lingères, les costumières, la coulisse. Sinon, à part embelli comme ça par le biais de l'art, c'est voué à rester secret parce que ça n'a pas grand intérêt. Enfin, ce que ça sent à l'intérieur d'un théâtre, l'odeur des fleurs un peu sûres qu'on garde 3 jours de trop après une première dans la loge, parce que quand même, on ne voudrait pas les jeter tout de suite, on voudrait les garder un peu. L'odeur de poussière qui passe à travers les projecteurs, les odeurs de maquillage, les hôtels, parfois probables, parfois improbables, les trucs qu'on se donne, tiens, pour la voix, tu devrais prendre ça, tiens, l'huile essentielle de lemongrass sur un sucre, c'est très bon pour la voix. De toute façon, enfin, quand on est public, on s'en fout. Enfin, c'est une chose qui est impartageable en réalité, et alors qui, moi, personnellement, dans ce texte et dans l'envers du musical, et merci d'avoir cité Daniel Lebrun, parce que c'est un de mes plus grands souvenirs au studio théâtre, vous voyez, j'en pleure en le disant, c'est l'âge, comme dit ma copine Dominique Blanc quand elle est émue sur le plateau, mais c'est vrai, c'est l'âge. C'est ce qui fait, en fait, peut-être que c'est pas ce qu'on fait quand on le fait sur le plateau qui est vraiment important. Ce qui est vraiment important, c'est comment on se traficote entre nous. Je ne sais pas comment dire. Pardon. Non. Il faut faire attention parce que j'ai bien fait de prendre un Kleenex. C'est malin. Voilà. Alors, j'ai bien fait de prendre un Kleenex. C'est le moment musique, ça tombe bien. Oh là là. Car l'envers du musical inspire les romancières, les écrivaines, les peintres, mais aussi les musiciens et les musiciennes. Et je remercie Juliette d'avoir accepté de chanter une chanson que Véronique Vella adore, que nous adorons, qui est un hommage au théâtre et à cet envers du musical. Absolument. Voilà, qui est une histoire vraie d'ailleurs, car mon papa était musicien. Et je suis émue aussi, excusez-moi, ça gagne. Merci. Pardon, hein, mais bon, j'ai pas prévu en même temps. Hein. Voilà, mon papa était musicien dans la fosse d'orchestre parfois. J'avais une boîte en fer blanc, coffre de pirate rempli de diamants.
Topaz, Héliodore, saphir, chrysolite, c'était mon trésor quand j'étais petite. Richesse incongrue, joyaux scintillants, qui auraient rendu jaloux les sultans. Des pierres de lune, des jaspes troublants, jouaient la fortune à mes yeux d'enfant. Mon père musicien, dans les music halls, les projets éteints, trouvait ses babioles. Emmêlés de plumes, c'était Eldorado, tombaient des costumes, des girls du Lido. Après la folie, des cancans, des valses, où pleuvait sur lui les perles et les strass. Un père magicien faisait pour sa fille des bijoux anciens de ses pacotilles. Lapis lazuli de briques et de broc, opales et rubis en plastique, en toc, c'est du carton-pâte et du sentiment au creux de ma boîte en fer blanc. Mais mon père avait laissé autre chose, caché en secret dans ma boîte close. Un présent plus fort que quelques diamants, que tous les trésors de tous les sultans. Les lumières d'or sur la scène nue, l'envers du décor quand on est de la revue. L'odeur et la poussière et l'éloge triste, l'envie singulière de faire l'artiste. Et si j'ai perdu ma boîte en fer blanc, un jour inconnu d'il y a longtemps, voilà qu'à mon tour je trouve et ramasse des perles à court à jardin d'Estras. Sur les vieilles planches que le rideau frôle quand ma voix s'épanche dans les musicaux. Vos yeux magiciens refont pour sa fille des bijoux anciens de ses pacotilles. Lapis lazuli de briques et de broc, opales et rubis en plastique, en toc, c'est du carton-pâte et du sentiment au creux de ma boîte en fer blanc. C'est du simili, du brillant baroque, du vent, du vernis et de la breloque. Au creux de ma boîte en fer blanc, c'est du carton-pâte et du sentiment. Nous ventournons queer et on ne peut plus queer puisqu'on va quitter la période d'Evry de la Vigne en rendant hommage à celle qui a présidé à cette période d'émancipation, celle qui plane, qui est même au cœur d'Evry de la Vigne puisqu'elle a inspiré 3 des plus beaux textes du recueil, Jour gris, Dernier feu et Nuit blanche. Il s'agit de Missy, Mathilde de Morny, alias Missy, alias la Chevalière. Qui est-elle, Juliette, en ce début de siècle? Elle qui est l'objet d'attaques extrêmement violentes, j'allais dire, dont on n'a plus l'idée, mais je crains d'avoir tort. Oui, alors, mais parce que peut-être aussi des gens comme ça n'existent plus aussi aujourd'hui particulièrement. Missy, c'est la fille du duc de Morny, le duc de Morny étant rien moins que le demi-frère de Napoléon III. Le duc de Morny qui va d'ailleurs avoir
une fonction assez importante quand ce sera le règne de son beau-frère, puisque il est un peu à l'origine de la réinvention de Paris. C'est lui qui embauche Haussmann, etc. Enfin, ils sont tous... voilà. C'est de la très très haute société, on va dire. Et Mathilde, c'est sa fille qui a épousé un monsieur qui s'appelait le marquis de Bellebeuf. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on dirait de Missy qu'elle est un personnage transgenre. On dirait ça aujourd'hui, ça n'existe pas à l'époque comme concept. Mais elle est un homme dans un corps de femme, ça fait aucun doute. Et elle va profiter, et aussi parce qu'elle appartient à la bonne société, ils peuvent se permettre un peu ce qu'ils veulent. Elle aurait été fille de mineur, je ne suis pas sûre qu'elle aurait pu avoir la vie qu'elle a eue. Mais elle va donc... elle divorce avec Bellebeuf, je ne sais plus où il meurt, oui, non, elle divorce avec lui, ouais. Et elle va avoir un... Il divorce, bon. Oui. Mais après, elle va avoir une vie assez... finalement, à la fois, c'est c'est un beau personnage d'ailleurs, Missy, parce que c'est une femme qui va donc décider de vivre comme un homme. Elle en a vraiment l'apparence, ça fait pas de doute. On a des photos d'elle où on dirait un monsieur. Ça fait pas de doute. Elle s'habille en homme, elle vit comme un homme, et à la fois, elle est très bien éduquée. C'est pas un personnage scandaleux finalement. Elle n'est pas si scandaleuse que ça. Elle aurait, je suppose, adoré avoir une vie bourgeoise bien rangée, mais bon. Au vu du sens de sa vie à elle, c'était pas possible, quoi, évidemment. Sido la tenait en haute estime. Sido pensait d'ailleurs, la maman de Colette préférait qu'elle ait une liaison avec un gentleman comme Missy plutôt qu'avec le Willy précédent. Donc c'est aussi dire l'ouverture d'esprit de sa maman. Et donc voilà, c'est ce personnage-là avec qui elle va monter sur scène dans une très jolie pantomime qui s'appelle Rêve d'Égypte, qui va être un scandale absolu, évidemment. Beaucoup à cause donc des bonapartistes qui sont assez furieux de voir la fille de Morny se donner en spectacle. C'est surtout, je pense, plus ça que le spectacle lui-même. Oui, alors le sujet, on peut le rappeler. Missy joue le rôle d'un archéologue qui découvre un sarcophage. Dans lequel il y a une momie. Une momie, donc et la momie, c'est Colette. C'est Colette, voilà. Donc, laquelle apparaît relativement dénudée. C'est ça, les bandelettes tombent et on voit une femme assez dénudée. Et elles échangent un baiser, bien sûr. Voilà. Il y a quand même un baiser. Mais là, et puis la publicité du spectacle sera faite avec évidemment des allusions à la famille de Morny assez limpides, puisque vous m'avez dit effectivement sur les affiches, il y a les armes du duc de Morny et du marquis et du Bellebeuf. Le pseudonyme est assez transparent puisqu'elle s'appelle Issim, Y2SIM, donc Missy à l'envers et avec plein de points d'interrogation autour pour se dire il y a un mystère, mais qu'est-ce donc? Et la bonne société vient enfin ça fait un gros scandale, quoi. Là c'est un vrai scandale. Je sais qu'on leur balance des gousses d'ail. On savait rire en ce temps-là, hein, il faut bien le dire. Et donc ça fait un gros scandale. Mais elle va partager la vie de Missy pendant une dizaine d'années. Oui, à peu près. Ouais. À peu près, voilà. Et après, elle se montrera pas très tendre et pas très cool, Colette, dans ses règlements de compte. Est-on toujours très cool dans les Oui, lectures? Oui, c'est vrai, après. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Missy va jouer un rôle fondamental dans cette période de la vie de Colette, avec des rôles d'ailleurs assez multiples. Elle est à la fois la protectrice, elle est la mécène, elle est l'amante, elle est la compagne, elle est même l'épouse, hein, puisque Colette dit « j'ai épousé Missy » dans une lettre. Et on a parfois eu tendance à remettre en cause la profondeur des sentiments, pour reparler de ce mot, entre Colette et Missy. Mais en fait, vraiment, je vous invite à relire les textes comme Nuit blanche, par exemple, dans les Rires de la Vigne, où on peut se faire une idée très juste de ce qu'était la profondeur, y compris la sensualité qui unissait les deux femmes. Après leur séparation, donc en 1911, elles ne vont plus se parler pendant une vingtaine d'années, mais on sait que chez Colette, tout à l'heure, vous vous rappeliez, Juliette, qu'elle profitait des autres. En tout cas, elle savait en tirer quelque chose. Elle savait faire de la littérature avec ce qu'elle avait sous les yeux et les êtres qu'elle côtoyait. Une vingtaine d'années plus tard, elle travaille sur un texte tout à fait étonnant dans l'œuvre de Colette. Étonnant parce qu'il ne ressemble à aucun autre titre de sa production. Étonnant aussi à l'époque parce qu'il ne ressemble à rien de ce qui s'écrit à l'époque. Il s'agit de Ces plaisirs qu'on nomme à la légère physique,
que Colette rééditera sous le titre Le Pur et l'Impur. C'est sous ce titre probablement que vous le connaissez. C'est un ouvrage assez étrange qu'on ne peut pas vraiment classifier en termes de genre, où Colette fait une sorte d'enquête sur les formes de sexualité hétérosexuelle et homosexuelle, et singulièrement, plus particulièrement, sur l'homosexualité féminine, puisque ce livre est conçu comme une réponse au Sodome et Gomorrhe de Proust, qu'elle considère avoir traité magistralement Sodome et d'avoir complètement rien compris à Gomorrhe. Et donc elle lui répond en écrivant ses plaisirs, et dans ses plaisirs, elle met en scène, et ça évidemment la discrétion de Missy en a été heurtée, Missy elle-même, à travers le personnage de la chevalière. Et j'aimerais que Véronique Vella nous lise un extrait de ses plaisirs, consacré justement à la chevalière. Que j'étais donc timorée, que j'étais femme sous ma chevelure sacrifiée, quand je singeais le garçon. Qui nous tiendra pour femmes? Mais les femmes. Elles étaient les seules à ne s'y point tromper. À la faveur d'insignes tels que plastrons à plis, col dur, parfois gilet, toujours pochette de soie, je fréquentais un monde qui périssait en marge de tous les mondes. La séduction qui émane d'un être au sexe incertain ou dissimulé est puissante. Ceux qui ne l'ont jamais subie l'assimilent au banal attrait des amours qui évincent le principe mâle. C'est une confusion grossière. Anxieux ou voilé, jamais nu, l'androgyne erre, s'étonne, mendie tout bas. Son demi-pareil, l'homme, est prompt à s'effrayer et l'abandonne. Il lui reste sa demi-pareille, la femme. Il lui reste surtout le droit, même le devoir, de ne jamais être heureux. Jovial, c'est un monstre. Mais il traîne incurablement parmi nous sa misère de séraphin, sa lueur de larmes. Il va du penchant tendre à l'adoption maternelle. C'est toujours à la chevalière que je me reporte. C'est à elle qu'il arriva le plus souvent de se meurtrir à la femme, guide chuchoteur, présomptueux, étrangement explicite, qui lui prenait la main. « Viens, je vais te découvrir à toi-même. » Je ne suis ni cela, ni, hélas, autre chose, disait la chevalière en quittant la petite main impure. Ce qui me manque ne se trouve pas en le cherchant. Elle est celui ou celle qui n'a point de semblable. Elle crut, selon la rencontre, que son semblable avait pris les traits d'une jeune femme, puis d'un beau jeune homme. Mais oui, un jeune homme, pourquoi non? Si beau que l'amour semblait désespéré de lui, qui d'ailleurs ne se retenait à personne. Il donnait à la chevalière un nom tel qu'elle en rougissait de joie et de gratitude. Il la nommait « mon père ». Mais elle vit bien qu'elle s'était encore abusée et qu'on n'adopte guère que ce que l'on a réellement enfanté. Quand même, soupire parfois la solitaire, il ne faut pas que je me plaigne. J'aurais été un mirage. Cette magnifique expression, j'aurais été un mirage, dit beaucoup de cette personnalité de Missy qui va connaître un destin tragique puisqu'elle se suicidera en 1944 après avoir fini sa vie ruinée. Elle ne vivait que grâce à l'aide que lui apportait à l'époque Sacha Guitry. Alors, je me tourne vers vous, Véronique Vella. Vous me parlez tout à l'heure d'une Colette queer, mais moi je voudrais employer un autre adjectif. Vous avez créé au studio de la Comédie Française un spectacle tout à fait extraordinaire. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir dans sa captation. C'est le Cabaret Interlope avec Serge Bagdasarian, Michel Favory et Benjamin Lavergne. Est-ce que Colette est interlope, Véronique Vella? Est-ce qu'on aurait pu la voir apparaître dans les coulisses du cabaret que vous avez imaginé? Enfin, je reprenais... L'autre jour, je regardais la définition d'interlope dans le dictionnaire, parce que, comme dirait l'autre, j'adore les dictionnaires. Alors, interlope, c'est dont l'activité n'est pas légale ou alors d'apparence suspecte. C'est fourre-tout, hein, on peut mettre
beaucoup de choses dedans. Non, mais si interlope, c'est synonyme d'oxymore, d'ambivalence, de pas droit, de pas straight, de liberté d'être qui on est. Alors oui, elle était interlope. En relisant le texte, là, je me rends compte qu'elle, pour le coup, elle parle, il me semble, elle parle de cette chevalière, elle parle de Missy, vraiment forcément de l'endroit où elle est, du siècle dont elle est, et qui n'est pas si loin de nous. Moi, par exemple, je sais que quand j'étais jeune, sans doute le film qui m'aura dans ma vie le plus mise en colère, c'est Mort à Venise. Ce film m'a toujours mise très très en colère. Elle dit il ne peut pas être heureux. S'il est jovial, c'est un monstre. Il faut forcément que ça traîne, que cette différence-là, cette transidentité-là, comme on dit aujourd'hui, traîne son lot de douleur, de peine, de chagrin, de mal-être. Et moi, je me souviens, à 20 ans, je regardais Mort à Venise en disant mais c'est horrible. En plus, tout le monde meurt de la peste. Enfin, mais c'est affreux. Mais pourquoi mais pourquoi tant de haine Et je trouve ça touchant aujourd'hui de lire ce qu'elle en dit. Parce que quand même, ça a un tout petit peu progressé. C'est des choses que j'ai pu avoir l'occasion de dire au moment de l'interlope. Et je crois d'ailleurs que c'est un spectacle qui, à son niveau, dans cette toute petite salle qu'était le Studio Théâtre, a dû faire avancer la compréhension d'un certain nombre de spectateurs qui sont venus nous voir. Et parfois des spectateurs émus et très surpris, nous disant mais c'était extraordinaire, c'est ça, parce que ça parle d'amour. Bah oui, enfin, vous pensiez que ça parlait de quoi, tu vois, ouais, ça a quand même un petit peu avancé. Le droit à l'indifférence a permis d'avancer un tout petit peu vers le bonheur, quand même, non ? Je voudrais juste me référer à un documentaire que j'ai vu il n'y a pas longtemps avec c'est Vincent de Dienne qui fait les commentaires. Pardon, donc je ne sais pas si vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, où il y a une constante dans tous les témoignages qu'il y a sur... évidemment, ça parle d'homosexualité masculine et féminine, mais c'est une constante, et c'est en fait que jamais les choses sont si simples et ne sont si faciles, mais pas tant parce que les gens qui le vivent avec difficulté, mais parce que les autres les regardent salement, et que donc ça crée une difficulté. Ou effectivement, peut-être que justement, en plus là on est dans une période où c'est crypto gay tout le temps, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller commencer à dire ouais, je suis lesbienne et puis je fais ma vie et tout va bien. Donc la souffrance, elle est aussi parce que c'est le regard des autres le problème. C'est pas le regard qu'on a sur soi. Enfin, au bout d'un moment, ça déteint, hein, on est bien d'accord. Mais je veux dire, la souffrance, elle vient de là. Donc elle est permanente à cette époque-là parce qu'on ne peut pas s'en sortir. Il y a personne qui vous tire de là en disant, mais c'est pas, enfin, à part Sido, d'ailleurs, qui est assez remarquable là-dessus. Il y a personne qui vous sort de l'eau en disant, mais tu aimes, c'est beau, aime qui tu veux, quoi. C'est pas encore dans le discours à l'époque. Absolument. Et donc c'est une douleur, forcément. Mais la douleur, elle est... si on en rend responsable les gens qui sont dans cette douleur, mais, oui, non, mais c'est pas encore du tout. pire. Non, mais pas du tout, bien sûr. C'est le regard. C'est évidemment, mais c'est le regard qu'on pose, bien sûr. Qui fait ça, ouais. Bien sûr. Et justement, le grand mérite de Colette dans Ses plaisirs et dans Le pur et l'impur, c'est justement de sortir ces personnages de l'ombre et surtout d'un discours qui était médical principalement à l'époque, pour ramener justement l'homosexualité féminine ou masculine au même rang que l'hétérosexualité, puisque l'ouvrage commence par l'exploration d'une femme nymphomane, de Don Juan, qu'elle revisite d'ailleurs de façon assez drôle. Je vous invite à découvrir ce texte. J'aimerais qu'on entende une chanson de Juliette qui rend hommage justement à toutes les chevalières. Ah, les chevalières. Alors. C'est une chanson que je n'ai pas chantée depuis bien longtemps. J'espère que ma mémoire ne me fera pas défaut, mais normalement ma mémoire ne me fera pas défaut. Voilà, ça commence bien, c'est pas ça. C'était le beau temps des violettes, des violaines et des violettas. Missy toujours aimait Colette,
et Violette aimait Vita. D'autres violettes le dimanche déposaient, si je me souviens, pour dessous de violettes blanches sur la tombe de René Vivien, et des violettes expéditives qui n'avaient pas d'autre dessein que d'être les rois des sportives se faisaient amputer des seins. Ah, qu'on leur permette, col dur et gourmette, la rose ou le ring, gourmette et smoking, l'ombre ou bien le socle, smoking et monocle, le pur sous la pure, monocle et col dur. Quand l'enseigne et son cercle mauve s'éteignent boulevard Edgar Quinet, elles retournent à leur alcôve, mauve comme le petit jour qui naît, s'enivrer de duels illicites, de ces béguinés en pension, dont les hommes se gaussent et s'excitent, ou bien de sanglantes passions, mais qu'elles sèment dans le vacarme, où le secret qui les dissout. Les guerrières cachent bien leurs armes et leur noir smoking en dessous. Ah, qu'on leur permette, col dur et gourmette, la rose ou le ring, gourmette et smoking, l'ombre ou bien le socle, smoking et monocle, le pur sous l'impur, monocle et col dur. Un jour vient qu'elles sont des bougresses, des camionneuses de méchants goins, et voilà qu'elles pleurent leur jeunesse et les violettes de Vivien. Parfois je croise un de ces fauves, vieille chasseresse, l'œil aux aguets, mais il n'y a plus de cercle mauve sur le boulevard Edgar Quinet, en neige du rire ou de la peine. Moi qui conserve malgré tout derrière ma liberté ma chaîne et mon noir smoking en dessous. Ah, qu'on me permette, col dur et gourmette, la rose ou le ring, gourmette et smoking, l'ombre ou bien le socle, smoking et monocle, le pur sous l'impur, monocle et col dur. Restez là. Tu restes là parce qu'on va faire un saut dans le temps. On va quitter les Vrilles de la Vigne. Donc Vrilles de la Vigne, 1908, une Colette marginale, cette femme de lettres qui a mal tourné, saltimbanque, danseuse nue, bientôt divorcée, qui vit avec une femme qui s'habille en homme. Vous imaginez la position qui est celle de Colette à ce moment-là. Mais 12 ans plus tard, tout va changer radicalement pour elle avec un seul livre. Ce livre va lui valoir la reconnaissance de toutes et de tous, à commencer par le très sévère André Gide qui, pour une fois, lui écrit une lettre pleine de compliments,
toujours un peu avec de la réserve, je suis un rigide, mais enfin une lettre de compliment, disons-le. Et du jour au lendemain, avec Chéri, eh bien Colette se retrouve désignée par ses contemporains comme le plus grand écrivain français. La Saltimbanque est devenue une des grandes romancières du temps. Et c'est vrai que les années 20, c'est les années fastueuses pour Colette. Elle multiplie les chefs-d'œuvre, Chéri, Le blé en herbe, La fin de Chéri. Elle est vraiment identifiée par le public comme une des grandes voix de l'époque. Alors je ne résiste pas au plaisir, puisque les administrateurs ne sont pas là, le comité de lecture n'est pas là non plus, et je fais confiance à vos oreilles moins chastes que celles des années 30, et j'ai demandé à Juliette et à Véronique Vélin de nous faire un petit cadeau, de nous lire un extrait de Chéri. Il s'agit du dialogue entre Léa de Lonval et Charlotte Pelou. Je rappelle l'action. Chéri, 25 ans, entretient depuis 5 ans une liaison avec Léa de Lonval, 50 ans, une ancienne cocotte, qui a pour camarade Charlotte Pelou, la mère de Chéri, 2 anciennes rivales, vous allez très vite l'entendre, et Charlotte Pelou vient voir son ancienne camarade pour lui annoncer une grande nouvelle. Léa! Bonjour Charlotte. Que tu es belle, mais belle, mieux que belle, tu es prodigieuse. Je te jure, en te voyant, j'oublie tout. Tu entends tout pour ne céder qu'à mon admiration. Je suis tranquille, la mémoire va te revenir. Assieds-toi, tu as très bonne mine. Oh, moi, je ne compte plus, je suis finie. J'ai cessé d'être une femme et veux-tu toute la vérité? J'en suis enchantée. La petite bête est morte. Mais non pas le venin. Tel je t'ai laissé, tel je te retrouve, spirituel comme il y a 20 ans. Il n'y a pas 20 ans que nous nous sommes vus. Le temps te paraît long sans moi. Tu cherches quelque chose, ma bonne Charlotte? Non, non, au contraire, rien n'a changé, rien, et ni personne, c'est délicieux. Ah, les jeunes femmes ne savent pas organiser des intérieurs comme celui-là. Elles ont le temps d'apprendre. Cigarette? Merci. Très mauvais pour mon cœur, pauvre organe surmené. J'en suis réduite à 10 cigarettes par jour à présent et je ne me permets la fine que le dimanche chez moi. Ah, nos bons dimanches, Léa. Mais tu les as toujours, il n'y manque que moi. Justement. Faisons-nous une raison, Charlotte. Je ne me résigne pas facilement quand j'aime, moi. On les retrouvera, nous les retrouverons nos dimanches de Neuilly. Et veux-tu toute la vérité? Ça fait la 2e fois que tu me l'offres. Eh bien, nous les retrouverons avant qu'il soit longtemps, nos dimanches. Avant qu'il soit longtemps. Parce que? Léa, embrasse-moi. Léa, je marie Chéri. Pas possible. Compliment, est-ce qu'il le sait? Il ne t'a rien dit? Non. Ah, qu'il est cachotier. Ah, celui-là, il me fera mourir de rire. C'est un comique. Et d'ailleurs, ça ne pressait pas. Ah oui, ça n'est pas pour tout de suite? Oh, grand Dieu, non. Nous ne comptons pas marier nos enfants avant un mois, 6 semaines. Nous, qui ça, nous? Marie-Laure et moi. Marie-Laure. La belle Marie-Laure, c'est... Oui, c'est sa fille, Edmée. Mais c'est pas possible, elle a 14 ans, la petite. Enfin, elle les avait encore l'an dernier. Mais maintenant, elle en a 19. Moins jolie que sa mère, naturellement, mais fraîche. Des cheveux mousseux et tu sais, un lys. Une princesse. Tout à fait le genre princesse. Le genre... enfin, tu vois ça d'ici, quoi. Mal, je n'ai rencontré qu'un prince dans ma vie et encore il était russe. Ah, on peut dire que la vie s'ouvre belle devant ses 2 enfants. Jeunesse, fortune, amour. Qu'est-ce qui te fait rire? Oh, rien. Cette idée que la vie s'ouvre belle devant une jeune fille qu'on donne à Chéri. Une jeune fille à Chéri. Autant jeter une biche à un lévrier. Comment? Comment, lui qui est si doux, qui est si... Si quoi? Qu'est-ce que tu en sais? Je suis sa mère. Depuis quand?
Non, nous sommes toutes seules, Charlotte, voyons. Tu t'énerves, tu t'énerves. Ah, que je suis maladroite, j'aurais dû te ménager davantage. Je comprends très bien. Une surprise comme celle-là. Non, ma bonne Charlotte, tu ne comprends rien. Il n'y a pas de surprise. Je t'attendais. Je t'attendais depuis 3 ans. Quand Chéri était haut comme ça, je t'attendais. J'étais sûre que tu viendrais hier, demain, l'an prochain. Tu viendrais pour me le reprendre et le repasser à une autre, femme de confiance. Oh, Léa, le vilain mot. Mais je ne trouve pas. La chose n'est pas laide non plus. Tu peux reprendre ton dépôt, Charlotte. L'enfant est net, en bon état. Je l'ai garé de l'opium, de la coco, des alcools de mauvaise qualité. Il est bien. Il me fait plus d'honneur. Seulement, c'est Chéri. Voilà, on ne sait pas ce que c'est que Chéri. La petite aura du fil à retordre. Elle ne saura pas. C'est évident, c'est évident. Mais une jeune femme a tant d'autres moyens de régner. Peut-être. Je ne me souviens plus très bien. Alors, c'est tout ce que tu avais à me dire, ma bonne Charlotte? Tu t'es dérangée pour ça? La chose en valait la peine, je crois. Tu voulais mon consentement, en somme. Et tu espérais un peu... Allons, dis, Charlotte. Offre-moi encore toute la vérité. Tu craignais que je ne me le fasse arracher. Tu croyais que ça saignerait un peu, hein? Pars tranquille, je n'ai pas une égratignure. Ma chérie, tu m'enlèves un grand poids. Je m'en vais légère, mais légère. Au fond, je n'avais qu'une appréhension, te voir souffrir. Dieu que tu sens bon. As-tu remarqué que quand on en arrive à avoir la peau moins tendue, le parfum pénètre mieux? Au prix où sont les parfums, c'est à considérer. À bientôt. Je t'enverrai le faire part. C'est ça. C'est bien le moins. Alors, dans les années 20, Colette est vraiment la romancière des choses de l'amour, la romancière de la guerre des sexes. Même, dit-on à l'époque, elle revisite le triangle amoureux en réinventant des formes nouvelles, en jouant sur les différences d'âge, les différences de genre et même les différences d'espèces, puisque vous savez que dans La Chatte, au début des années 30, elle invente un triangle amoureux où le rôle de la maîtresse est joué par un animal. Mais en ce début des années 20, se produit dans l'œuvre quelque chose de tout à fait inédit, un changement auquel le public va être extrêmement sensible et qui va précipiter Colette dans une forme de postérité, peut-être de patrimonialisation, pour en revenir là, c'est le retour à l'enfance. Colette, jusqu'alors, n'avait pas vraiment abordé son enfance, sinon sous le couvert de la fiction dans les Claudines, et il y avait dans son œuvre une grande absente, sa mère, Sido. Sido était morte en 1912, elle ne l'avait jamais abordé dans son texte. Ses héroïnes, à commencer par Claudine, n'avaient pas de mère. Mais en 1922, voilà que Sido apparaît. Elle va revenir dans La naissance du jour en 1928, puis s'imposer dans Sido en 1929 et 1930 et devenir, à partir de ce moment-là, le personnage principal de toute ma vie. Mais j'aimerais que là encore, on essaye de complexifier cette image de la fille de Sido en montrant comment Colette reconstruit, peut-être recompose ce personnage avec la conscience probablement à l'époque de faire son propre portrait. J'aimerais, pour s'en faire une première idée, lire un extrait non pas de Sido, mais de La naissance du jour, le tout début, les premières pages de La naissance du jour, pour ceux qui connaissent le texte, la célèbre lettre dite du cactus. Alors celle-ci, je l'ai beaucoup lu chez moi pour être sûre de ne pas pleurer en la lisant. Donc normalement, vous êtes à l'abri. Monsieur, vous me demandez de venir passer une 8aine de jours chez vous, c'est-à-dire auprès de ma fille, que j'adore. Vous qui vivez auprès d'elle, vous savez combien je la vois rarement, combien sa présence m'enchante, et combien je suis touchée que vous m'invitiez à venir la voir. Pourtant, je n'accepterai pas votre aimable invitation, du moins pas maintenant. Voici pourquoi. Mon cactus rose va probablement fleurir.
C'est une plante très rare que l'on m'a donnée et qui, m'a-t-on dit, ne fleurit sous nos climats que tous les 4 ans. Or, je suis déjà une très vieille femme, et si je m'absentais pendant que mon cactus rose va fleurir, je suis certaine de ne pas le voir refleurir une autre fois. Veuillez donc accepter, monsieur, avec mon remerciement sincère, l'expression de mes sentiments distingués et de mon regret. Ce billet, signé Sidonie Colette, née Landois, fut écrit par ma mère à l'un de mes maris, le second. L'année d'après, elle mourait, âgée de 77 ans. Au cours des heures où je me sens inférieure à tout ce qui m'entoure, menacée par ma propre médiocrité, effrayée de découvrir qu'un muscle perd de sa vigueur, un désir, sa force, une douleur, la trempe affilée de son tranchant, je puis pourtant me redresser et me dire « Je suis la fille de celle qui écrivit cette lettre. » Cette lettre et tant d'autres que j'ai gardées. Celle-ci, en 10 lignes, m'enseigne qu'à 76 ans, elle projetait et entreprenait des voyages, mais que l'éclosion possible, latente d'une fleur tropicale, suspendait tout et faisait silence même dans son cœur destiné à l'amour. Je suis la fille d'une femme qui, dans un petit pays honteux, avare et resserré, ouvrit sa maison villageoise aux chats errants, aux cheminots et aux servantes enceintes. Je suis la fille d'une femme qui, 20 fois désespérée de manquer d'argent pour autrui, courut sous la neige fouettée de vent, criait de porte en porte chez des riches qu'un enfant, près d'un âtre indigent, venait de naître sans l'ange, nu sur de défaillantes mains nues. Puissais-je n'oublier jamais que je suis la fille d'une telle femme qui penchait, tremblante, toutes ses rides éblouies entre les sabres d'un cactus sur une promesse de fleurs, une telle femme qui ne cessa elle-même d'éclore infatigablement pendant 3/4 de siècle. Maintenant que je me défais peu à peu et que dans le miroir peu à peu je lui ressemble, je doute que, revenant, elle me reconnaisse pour sa fille, malgré la ressemblance de nos traits. À moins qu'elle ne revienne quand le jour pointe à peine, et qu'elle ne me surprenne debout, aux aguets sur un monde endormi, éveillée, comme elle fut, comme souvent je suis, avant tous. Alors le texte est extraordinaire, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte. L'œuvre ne l'est pas moins. La naissance du jour paraît donc en 1928. Ce texte se passe à la Treille-Muscat, la propriété que Colette avait achetée à Saint-Tropez. C'est donc un texte qui est baigné par la lumière du Sud et en même temps c'est un texte très paradoxal puisqu'il dit à la fois le renoncement à l'amour, renoncement à la guerre des sexes, et en même temps une quête de plénitude du corps au contact du soleil, du sable, de la mer, plénitude des sens également. Mais le texte est entièrement composé à partir des lettres de Sido. Un jour, elle l'a raconté à sa meilleure amie, la comédienne Marguerite Moreno. Colette a ouvert un tiroir où se trouvaient les lettres de sa mère. Elle lui écrit « Une lettre tombe et tout tombe ». Et c'est à partir de ce moment-là que le personnage de Sido vient hanter d'une certaine façon l'œuvre de Colette, en tout cas l'habiter, et elle va faire le choix de construire son récit à partir de cette lettre. Et donc le texte débute par cette fameuse lettre du cactus. Seulement je crains de briser un mythe, car la lettre réelle nous est connue. Elle est conservée par un collectionneur, dont je veux ici citer le nom, Michel Rémy-Biette, qui a consacré une grande partie de sa vie à Colette. Et cette lettre reprend globalement ce que Véronique Vella vient de lire, mais elle dit que malgré l'éclosion de ce cactus, elle rendra visite à sa fille chez Henri de Jouvenel. Alors je me tourne vers Juliette. Sido, mère réelle ou mère de littérature? Les deux, mon capitaine. Je pense que c'est d'abord la mémoire, ce qu'on fait de la mémoire, c'est toujours très intéressant. C'est des choses dont on se souvient, qu'on rend réel soi-même. Il est probable que Colette a le souvenir et de son enfance et de sa mère, qui est un personnage à la fois réel et en même temps un peu fantasmé.
mais parce que c'est ce que fait la mémoire de tout le monde avec tous nos souvenirs. Si on les confronte, les mêmes souvenirs à un frère ou à quelqu'un de la même famille, on va s'apercevoir que les récits sont très différents. La mémoire, elle fait ça. Elle n'arrête pas de se remémorer les choses, de les fixer dans quelque chose qui n'est pas tout à fait réel. Nous ne sommes pas des historiens de notre propre histoire. On est souvent des romanciers de notre propre histoire. Et je pense que Sido, elle est à la fois un personnage réel, mais Colette, en plus, elle est en train d'écrire une œuvre littéraire. Et là, il n'y a plus de... Il n'y a pas de règle, quoi. Là, on a le droit, on a tous les droits. Et je crois qu'elle a le droit de remettre sa mère comme personnage à la fois de son souvenir, de ses fantasmes, des souvenirs qu'elle doit être sûre d'avoir, enfin, cette fantaisie de la mémoire souvent. Et en même temps, là, il y a des preuves. Hein. On a des choses écrites, donc c'est tellement plus beau d'aller dire que sa mère va refuser cette visite. Enfin, ça ne fait pas un objet littéraire. C'est oui, j'arrive. Ok, bien sûr, j'arriverai à telle heure par le train de 10h54. Non, c'est pas possible. Donc il y a aussi la conscience d'écrire une œuvre littéraire, bien sûr. Et quel beau personnage que Sido, justement... On parlait d'émancipation des femmes tout à l'heure. Sido, c'est un sacré personnage, sa mère. Plus ou moins élevée par ses frères en Belgique, ses frères qui fréquentent des milieux littéraires, et ils sont journalistes, hein, je crois, oui. et donc ils fréquentent des milieux littéraires, etc. Et ils élèvent la petite sœur et qui va grandir là-dedans et qui va avoir une vie d'une liberté incroyable, qui va en plus intellectuellement, évidemment, se développer mieux qu'elle n'aurait été si elle était restée dans une petite famille un peu bourgeoise de province. Et quand elle va en Bourgogne et puis à Saint-Sauveur, merci. Quand elle va à Saint-Sauveur, qu'elle s'installe, qu'elle se marie avec cette espèce de déchet là. Enfin, elle a une vie invraisemblable, cette femme. Et en même temps, c'est elle qui commande. Hein. Elle a pas de, elle n'est pas une victime, Sido, à aucun moment. Hein, je ne crois pas. Elle a une force de caractère incroyable. Du reste, ses enfants, ça va être compliqué pour eux pour exister librement avec une mère un petit peu extra possessive, ultra possessive. Colette va s'en aller pour ça, je pense aussi, pour s'émanciper de sa mère. Mais on peut pas passer sous silence un personnage comme ça. Quand on est la fille de quelqu'un comme ça, je pense qu'il y a soit on l'oublie, on la gomme, soit on en fait une héroïne. C'est ce qu'elle a choisi de faire. Et je me tourne vers Véronique parce que en faisant cela, en recomposant donc la lettre du cactus, elle lui donne aussi une portée plus universelle. Et je sais, Véronique, que ce texte est particulièrement important pour vous. Vous dites, quand on a préparé cette soirée, vous m'avez dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il y a des textes qu'on croit écrits pour vous et ils ne sont pas si nombreux que cela. Et ce texte fait partie de ces rares textes qui semblent avoir été écrits pour vous. Est-ce que finalement, en inventant Sido, Colette n'invente pas la mère qu'on rêverait tous d'avoir? Mais je crois qu'en fait, en inventant des morceaux de Sido, en faisant littérature, en bâtissant son œuvre, et donc en se bâtissant elle-même, hein, c'est la fille de cette femme-là, je suis la fille de cette femme-là, je trouve qu'elle se donne l'extraordinaire moyen d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que dans son texte, elle a une mère qui dit « Alors écoutez, j'adorerais venir voir ma fille, mais en même temps, j'ai un cactus qui va fleurir, donc comme je ne le reverrai pas dans 4 ans, je vais quand même m'occuper du cactus. » Et dans la vraie vie, elle a le beurre et l'argent du beurre. Elle a la mère qui dit « J'ai les boules, je vais peut-être pas voir mon cactus, mais je vais quand même venir voir ma fille parce que c'est ma fille que j'aime. » Je trouve ça proprement merveilleux. Voilà. D'être capable, par le biais de la littérature, une expression qui dit quand les gens meurent, il ne faut pas tomber dans la géographie, il ne faut pas se mettre à dire qu'il était extraordinaire, avec des qualités et tout ça. Et je trouve qu'elle arrivait à mélanger la vraie et la Sido de la littérature. Oui, c'est avoir la mère totale, c'est avoir la mère parfaite. Dans la vraie vie, elle vient et dans la littérature, elle s'occupe de son cactus. C'est extraordinaire. Alors, vous l'aurez compris, Colette
retouche le portrait de sa mère. Il y a une image qui est très importante dans l'œuvre de Colette, qu'on retrouve tout au long de l'œuvre, notamment à partir de La Vagabonde et dans ses textes comme Les Naissances du jour, c'est le thème du miroir. Pour Colette, l'écriture a souvent été, non pas un miroir qu'on va promener le long du chemin, chargé de montrer la réalité, mais un miroir que Colette se tend à elle-même et dans ce miroir, elle cherche à se réinventer en inventant les personnages, fût-ce des personnages réels comme celui de sa mère Sido. Et évidemment, en redessinant Sido, elle redessine également les contours de sa propre enfance. Vous avez un texte célèbre dans Sido, celui où sa mère lui accorde l'aube, ce moment où la petite part à l'aube et sent son petit corps qui baigne dans la brume qui est là à ras de sol. Elle dit qu'elle est dans un état de connivence absolument parfait avec tout ce qui veut vivre, avec le soleil à peine éclos. On a du mal à croire que Sido, mère extrêmement possessive, qui craignait pour ses enfants, notamment pour la petite dernière, lui eût accordé l'aube. Mais qu'importe, puisque ça permet à Colette à la fois de dresser un portrait d'elle-même et de dresser un portrait en quelque sorte idéalisé de sa mère. Et Sido, dans l'œuvre qui est au programme, devient plus qu'une éducatrice, elle devient une initiatrice, et Colette en fait finalement la clé, celle qui va ouvrir la dernière porte de l'œuvre, c'est-à-dire l'entrée dans la gloire et ces grands textes dont j'ai parlé des années 20 et des années 30. Et là, on l'entend très bien, et je voudrais que Véronique nous lise ce qui fait le pendant de cette première lettre, c'est-à-dire la dernière lettre de Sido. Vous allez voir qu'à ce moment-là, lorsque Colette lit la dernière lettre écrite par sa mère, eh bien le texte de sa mère et son propre texte se fondent l'un dans l'autre, et Colette fait de sa mère la clé d'un alphabet nouveau qui va lui permettre de dire le monde. Une lettre, la dernière, vint vite après la riante épître au cercueil en bois d'ébène. Ah, cachons sous la dernière lettre l'image que je ne veux pas voir, une tête à demi vaincue qui tournait de côté et d'autre sur l'oreiller, son col sec et son impatience de pauvre chèvre attachée court. La dernière lettre, ma mère, en l'écrivant, voulut sans doute m'assurer qu'elle avait déjà quitté l'obligation d'employer notre langage. 2 feuillets, crayonnés, ne portent plus que des signes qui semblent joyeux, des flèches partant d'un mot esquissé, de petits rayons, de oui-oui et un « elle a dansé » très net. Elle a écrit aussi plus bas « mon amour ». Elle m'appelait ainsi quand nos séparations se faisaient longues. Mais j'ai scrupule cette fois de réclamer pour moi seul un mot si brûlant. Il tient sa place parmi des traits, des entrelacs d'hirondelles, des volutes végétales, parmi les messages d'une main qui tentait de me transmettre un alphabet nouveau. De sorte que cette lettre, au lieu de la contempler comme un confus délire, j'y lis un de ces paysages hantés par un jeu où l'on cacha un visage dans les feuilles, un bras entre 2 branches, un torse sous des nœuds de rochers. C'est un texte très étonnant, extrêmement composite, très poétique, presque philosophique d'une certaine façon, où Colette semble théoriser sur l'écriture de sa mère. Et Sido devient, dans le texte évidemment, celle qui ouvre un nouvel usage du langage, celui que Colette va développer dans ses dernières œuvres, les œuvres de la maturité, c'est-à-dire ce langage des sens. Le grand mot de Sido, vous le savez, c'était regarder le réel dans ce qu'il peut avoir de plus précis, regarder les mandibules d'une guêpe qui découpe un morceau de viande, regarder l'iris qui va sortir de sa gangue, fixer la couleur d'un ciel, mais regarder pour Sido, ça signifiait déjà entendre, goûter, toucher, palper. Et l'art de Colette, ce fameux alphabet nouveau qu'on vient d'entendre, eh bien, c'est de transposer cet univers des sens dans une écriture nouvelle qui va pouvoir rendre la réalité pas simplement à la surface, mais dans toutes ses dimensions, y compris sensorielles. Et elle recompose à partir du personnage de sa mère tout un univers imaginaire où Sido trône au milieu d'une rose des vents imaginaire, dit-elle dans Sido, au cœur du jardin de Saint-Sauveur en Puisée. Et à ce moment-là, eh bien, tout l'univers de Colette va se déployer autour de cet univers. Et c'est pour nous l'occasion d'évoquer un personnage ô combien important pour Colette, puisqu'il occupe sa place dans ce nouvel univers.
Ce personnage, vous vous attendez à ce qu'on en parle, j'imagine, et c'est Juliette qui va nous le présenter en chanson. Je parle bien sûr des chats. Alors voilà, c'est une chanson que j'ai écrite il y a pas très longtemps et qui est vraiment inspirée par Colette, par un texte qui s'appelle Poum, dans La pêche et les bêtes, qui est un portrait d'un chat. Alors évidemment, ça dévoile un peu la fin, puisque c'est une chanson à chute. Mais comme vous savez maintenant de quoi il s'agit, vous apprécierez peut-être aussi différemment l'autoportrait de ce personnage. Je suis amour, je suis désir, je suis tout doux et tout plaisir, je suis le râle et le soupir, je suis le pur, je suis l'impur, je suis paresse, je suis luxure, je suis caresse, je suis morsure, je suis fureur, je suis patience, je suis velours tout en silence, je suis le risque et la méfiance, je suis jaloux, je suis aimable, voilà pourquoi c'est indéniable, je suis le diable. Je suis la nuit et je suis l'ombre, le survivant dans les décombres, sa majesté de la pénombre. Je suis veilleur qui fait sa ronde, mais n'en doutez pas une seconde. Je suis le maître de ce monde. Je suis ici et je suis là. Je suis où l'on ne me voit pas. Je suis chez vous comme chez moi. Je suis une âme insaisissable. Voilà pourquoi c'est indéniable. Je suis le diable. Je suis soucieux de ma personne. Pendant des heures, je me pomponne. Je vaux la peine que je me donne. Je suis pensif, grave et sérieux, sage songeant au coin du feu à des projets mystérieux. Je suis la tactique et la ruse, tout devient proie que je méduse. Je joue d'un rien, rien m'amuse. Je suis cruel et insatiable, voilà pourquoi c'est indéniable. Je suis le diable. Je suis tout ça et plus encore. Je me regarde et je m'adore. Tout le reste du temps je dors, je suis sommeil, sieste et dodo, jamais assez et jamais trop. Aux grands guerriers, les grands repos. Je sais aussi qu'à certains yeux, je parais un peu prétentieux. Qui puis-je si je suis délicieux? Je suis tout à fait admirable.
voilà pourquoi c'est indéniable. Je suis le diable. Mais comme le diable n'existe pas, je suis encore bien mieux que ça. Je suis un chat. Merci. Alors en plaçant au cœur de cet Éden qu'elle réinvente à Saint-Sauveur-en-Puisaye les animaux, les bêtes et singulièrement le chat, Colette invente un nouvel imaginaire où elle peut se replonger à loisir, mais aussi imposer un visage nouveau à ses lecteurs et au monde des lettres de l'époque. Et le fait est que Colette a parfaitement réussi, puisqu'à partir de 1930 et de l'écriture de Sido, Colette va véritablement entrer dans la gloire. 1936, elle est élue à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. 1945, elle est élue à l'Académie Goncourt, qu'elle présidera à partir de 1949. Et vous le savez, en 1954, elle décédera à l'âge de 81 ans et aura droit, la première, à des obsèques nationales. La fin de la vie de Colette est marquée évidemment par la douleur et la souffrance qu'on a évoquées tout à l'heure avec Véronique Vella. Je vous incite véritablement à lire les deux derniers grands chefs-d'œuvre de Colette, que sont L'Étoile Vespère et Le Fanal Bleu, mais je vous avais dit qu'on ne pourrait pas parler de tout. Je voudrais qu'on s'arrête et qu'on se quitte sur un dernier texte qui a toujours eu pour moi, en tout cas, une valeur testamentaire. Les derniers grands cadeaux que Colette a eus à la fin de sa vie, ce ne sont pas les articles de presse ou bien toute cette jeune génération d'artistes qui sont venus la voir, toutes ces récompenses. C'est le cinéma qui lui a apporté ces derniers cadeaux. Il faut dire qu'à la fin des années 40 et au début des années 50, le cinéma s'intéresse beaucoup à Colette. Il y a le Gigi de Jacqueline Audry, il y a le Juillet de Carnéan de Jacques Manuel, il y a le Chéri de Pierre Billon, il y a aussi le magnifique documentaire de Yannick Bellon, Colette, qui est plus qu'un documentaire, qui est un film, puisque Colette l'a coécrit. Et le dernier grand cadeau, c'est Le blé en herbe de Claude Autant-Lara en 1954. Colette est alors très souffrante, immobilisée par l'arthrose dans son appartement du Palais Royal. Et on lui annonce que la projection, l'avant-première, aura lieu aux Champs-Élysées et à destination des étudiants pour le Fonds de solidarité universitaire. Elle ne peut pas se déplacer, mais elle décide d'enregistrer pour les étudiants un texte. Malheureusement, cet enregistrement est perdu. Ça aurait été formidable de vous faire entendre ce texte, mais la transcription de ce texte nous est connue. Il a été publié pour la première fois en 1955. Et j'ai demandé à Juliette de nous lire ce texte, et vous allez voir comment, dans ce texte, la voix de la petite Colette, la voix de la Colette âgée, la voix de Sido se mêlent ensemble, se fondent en un alliage nouveau. Vous allez retrouver beaucoup de mots que vous avez entendus dans les textes précédents, notamment un mot très important pour Colette, qui est le mot éclosion. À l'idée que mes paroles vont vous être transmises par le disque, j'éprouve, étudiants, mes amis, un grand trouble. C'est qu'il ne faut pas vous laisser abuser par le titre de mon premier livre, Claudine à l'école. Je n'ai été que fort peu à l'école et mes connaissances étaient aussi élémentaires que le brevet qui couronna ma carrière scolaire. Est-ce pour cela que la soif d'apprendre ne m'a plus jamais quittée ? Apprendre non pas tant ce que les livres enseignent, mais ce que la vie animale ou végétale offre à tout moment de poignant. Plus que sur toute autre manifestation vitale, je me suis penchée toute mon existence sur les éclosions. C'est là pour moi que réside le drame essentiel, mieux que dans la mort qui n'est qu'une banale défaite. Aussi, parmi mes livres, Le blé en herbe, qui tente de peindre l'amour naissant et le dur passage de l'enfance à l'adolescence, m'est-il peut-être le plus cher.
servi par un metteur en scène et des interprètes hors pair, vous allez voir mes très jeunes personnages qu'un mal inconnu à la fois tourmente et exalte, aussi embarrassés d'eux-mêmes qu'un poussin qui laborieusement perce sa coque natale ou un iris qui, pour naître, doit fondre sa soyeuse enveloppe. Quel autre message attendez-vous de moi? Vous êtes la jeunesse. Entre votre jeunesse et mes 80 ans chargés de mots divers, il y a, du moins vous le supposez, ce poids qui s'appelle l'expérience. Et vous craignez que je ne vous l'assène. Rassurez-vous, laissez-moi vous révéler que l'expérience ne compte pour rien. Tout ce qui m'a étonné dans mon âge tendre m'étonne aujourd'hui bien davantage. L'heure de la fin des découvertes ne sonne jamais. Le monde m'est nouveau à mon réveil chaque matin et je ne cesserai d'éclore que pour cesser de vivre. Je terminerai quant à moi. Je terminerai quant à moi cette balade buissonnière en citant une certaine Juliette Noureddine qui, dans Le Monde, rendant hommage à Colette, dans une fausse lettre de Sido à Colette, écrit ceci: « En sortant d'ici, faites-moi plaisir et faites la seule chose qu'il y a à faire. Si vous voulez lui rendre hommage, connaître ses secrets et quelques-uns des vôtres, prenez ses livres et lisez-les. » Merci. Merci. Madame. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.